Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à votre Noté pour vous numéro 308. Alors cette semaine sur les marchés financiers, ce sont 3 éléments que j'aimerais approfondir avec vous. Le projet de règlement Prospectus 3, le règlement PRIIPs et les actualisations de ces questions-réponses par l'ESMA sur 3 thèmes différents. Le premier sujet concerne donc le projet de règlement Prospectus 3. En effet, le texte a été voté par les eurodéputés le 5 avril dernier et ce texte a pris en considération les demandes d'amendement qui avaient été formalisées par le Conseil de l'Union européenne, ce qui a entraîné la validation et l'approbation du texte voté par le Parlement européen par le Conseil de l'Union européenne le 10 avril dernier. On a donc désormais un texte qui est quasiment finalisé et qui devrait être publié en principe aux alentours de juin, au plus tard juillet 2017. Concernant ce projet de règlement Prospectus 3, quelques éléments clés. Le premier concerne le résumé du prospectus, puisque celui-ci va devoir respecter une taille maximum de 7 pages A4, mais avec une possibilité d'aller quand même jusqu'à 10 pages en raison d'un lien qui serait fait avec le règlement PRIIPs. Concernant les facteurs de risque, c'est leur quantification qui va être modifiée, puisque désormais, il faudra avoir des facteurs de risque qui sont limités à 15 facteurs. Le grand changement va être cette notion d'information clé qui va devoir être insérée avec des sous-sections à remplir. Là, on est vraiment dans une idée de copier-coller du règlement PRIIPs pour des sous-sections qui sont des éléments d'alerte de l'investisseur. Le quatrième élément clé concerne les conditions définitives et tout particulièrement leur régime linguistique qui est précisé dans le règlement Prospectus 3. Le document d'enregistrement sera aussi une nouveauté. Il va falloir bien lire toutes les dispositions relatives à ce document d'enregistrement. Mais pas trop de difficultés pour nos émetteurs français puisque ce système-là existe en France depuis quand même quelques années. Et on a une forte influence de la réglementation française sur la réglementation européenne. Une fois n'est pas coutume. Un autre élément important concerne les communications promotionnelles, puisque là aussi, certaines précisions vont être apportées par le règlement Prospectus 3. Un point important concerne la revente des titres de créance sur le marché secondaire, donc quand ces titres de créance ont été émis et proposés initialement uniquement à des investisseurs qualifiés. Le règlement va poser les exigences pour que ces titres de créance ne se retrouvent pas entre les mains de personnes, donc d'investisseurs qui ne revêtiraient pas cette qualification d'investisseur qualifié. Le dernier élément clé dont je voulais vous parler concerne l'impact d'autres réglementations sur le règlement Prospectus. En effet, à la lecture du règlement, vous pourrez constater que la BRRD fait son entrée dans le règlement Prospectus, notamment et tout particulièrement dans les facteurs de risque, où le risque justement de résolution d'un établissement, la hiérarchie des créanciers sont des éléments qu'il va falloir mentionner pour donner toutes les informations à l'investisseur. Et évidemment, ce n'était pas le cas dans la directive Prospectus 2. À noter également l'impact de la directive MiFID 2, puisque concernant les investisseurs qualifiés, le règlement Prospectus va rappeler la possibilité qui est donnée à l'émetteur de demander aux prestataires de services d'investissement la catégorisation du client. En fait, vous le savez, le PSI a la possibilité, sur demande évidemment de l'investisseur, mais de moduler la catégorisation. Alors normalement, ça peut être en fonction des produits, en fonction des services. C'est le plus souvent une catégorisation globale parce que sinon ça deviendrait quand même difficilement gérable. Mais il y a cette possibilité pour l'émetteur de vérifier, et notamment ça rappelle tout ce qui concernait les titres de créance à destination des investisseurs qualifiés, que les investisseurs auxquels vont être proposés les produits sont bien des investisseurs qualifiés. On rejoint là aussi l'idée de marché cible de la directive MiFID 2. Je vous renvoie pour ça à tout ce qui concerne la directive MIF dans les précédents notés pour vous en images.
Le deuxième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention cette semaine concerne le règlement PRIPS. En effet, a été publié au journal officiel de l'Union européenne le tant attendu règlement délégué pour la mise en application du document d'information clé du règlement PRIPS. C'est donc le règlement 2017-653, daté évidemment du 8 mars, ce qui nous rassure puisque c'est bien le règlement qui avait été proposé par la Commission européenne. Pour les éléments concernant ce règlement, à savoir le scénario de tension qui est devenu un quatrième scénario obligatoire, ou tout ce qui concerne les possibilités de transition en douceur pour les gestionnaires de portefeuille concernant les OPCVM et surtout pour leur éviter d'avoir deux documents à produire selon à qui sont adressés les produits packagés. Je vous renvoie à votre noté pour vous en image du 10 mars dans lequel je vous explicitais ces modifications qui avaient été publiées par la Commission européenne à la suite de ce qu'on pourrait appeler un constat de carence des autorités de supervision européennes qui n'avaient pas pu rédiger dans les temps impartis les documents qui avaient été demandés par la Commission européenne à la suite, vous vous souvenez, du rejet par les eurodéputés le 14 septembre dernier du premier règlement délégué qui leur avait été présenté à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. On a donc désormais tous les renseignements impératifs pour pouvoir mettre en place ce document clé d'information. Alors, je vous rappelle quand même que le champ d'application du règlement PRIPS est très bien délimité puisqu'il ne concerne que certains produits, à savoir les produits packagés, uniquement donc ces produits-là, et les produits liés à l'assurance. Donc ça, c'est un premier champ matériel sur les produits. Le deuxième champ d'application qui est très important, c'est que ce règlement PRIPS ne s'adresse qu'aux investisseurs non professionnels. Donc à partir du moment où dans votre client, c'est une clientèle d'investisseurs qualifiés, par exemple, et qui sont donc des investisseurs professionnels au sens de la directive MIF, vous n'êtes absolument pas dans le champ d'application de ce règlement. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous concerne l'actualisation de ces questions-réponses par l'ESMA sur 3 sujets différents. Le premier sujet, ça ne vous étonnera pas, c'est la directive marché d'instruments financiers 2. Donc cette fois, le Q&A de l'ESMA va concerner les infrastructures de marché et plus précisément 2 thèmes, à savoir l'accès électronique direct, qui est un thème finalement très important parce qu'il y a de plus en plus de grands clients de brokers qui choisissent d'avoir cet accès électronique direct à la plateforme. Donc, c'est quelque chose de très dangereux puisqu'il va falloir bien mettre en place tous les filtres qui concernent la transmission de ces ordres et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'abus de marché. Le deuxième point qui est mis en exergue par l'ESMA, ce sont les différences entre les différentes modes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les MTF, les futurs OTF et l'internisation systématique. Et il y a réellement un travail didactique de l'autorité européenne pour arriver à bien faire comprendre ce qui s'applique, quelles sont les obligations des uns et des autres, quelles sont les interdictions des uns et des autres, et parfois les différences qui sont peut-être pas visibles à première vue, mais qui sont très importantes, comme notamment évidemment la possibilité de faire du compte propre, qui n'est pas possible pour certaines de ces plateformes. Je vous invite à lire en détail ce document de l'ESMA. Le deuxième sujet concerne la mise en œuvre de la directive AIFM, donc tout ce qui concerne les fonds d'investissement alternatifs et surtout l'utilisation du passeport. L'ESMA s'est sentie obligée de rappeler que le passeport ne peut être utilisé qu'à destination des investisseurs professionnels. Cela implique que toutes les classifications qui peuvent ressembler à un client professionnel, mais qui sont des classifications purement nationales, qui sont des qualifications de proxy investisseurs professionnels, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la directive AIFM si elles ne remplissent pas la totalité
des conditions d'un investisseur professionnel au sens de la directive marché d'instruments financiers. Le troisième sujet sur lequel l'ESMA a souhaité faire une actualisation concerne la directive OPCVM cette fois. L'autorité a tenu à rappeler, voire à préciser pour certaines personnes, que la notification d'activité transfrontière n'impliquait pas l'identification d'un OPCVM spécifique. Voilà pour les 3 sujets que j'ai choisi de traiter cette semaine. J'espère qu'ils vous ont intéressé. Pour ma part, ils m'ont fortement intéressé puisque le règlement prospectus, le règlement PRIPS et tout ce qui concerne la MIF, ce sont des éléments qui s'imbriquent de plus en plus les uns avec les autres et qu'il est vraiment fondamental aujourd'hui de bien maîtriser chacun de ces sujets. Une chance cette semaine, il n'y avait pas la BRRD qui est arrivée, mais en principe, cette directive-là et ce sujet-là s'imbriquent aussi complètement avec les autres sujets et doit être parfaitement maîtrisé pour pouvoir être plus ou moins à l'aise sur les marchés financiers. Voilà pour cette semaine, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi prochain pour un prochain Notez pour vous en images. Excellent week-end à tous, au revoir.